chacun notre tour. Un rapide tour de table avant cette présentation plus détaillée. Donc, moi, je suis Valentin Malman, je suis Product Manager chez BIM & Co et je suis accompagné aujourd'hui pour ce webinaire de Damien Escolan, qui peut dire peut-être un mot sur lui rapide. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis Damien Escolan, Customer Success Manager pour l'entreprise BIM & Co. Merci. Et Jérôme Cronier qui est avec nous. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc moi c'est Jérôme Cronier, donc je suis coordinateur BIM au sein de la société Gisrail. Merci Jérôme. Et aujourd'hui, du coup, on va prendre 40 minutes ensemble pour répondre à la problématique comment gagner du temps dans la création de vos projets BIM en ayant des process autour d'une bibliothèque d'objets, des process efficients. Donc, on est plus de 50 maintenant connectés. Merci à tous de nous avoir rejoints. On va couper les caméras pour gagner peut-être et éviter d'avoir la latence. Super. On va pouvoir commencer. Donc, encore merci de votre présence. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Jérôme Degis pour présenter un peu la genèse d'un projet qui aujourd'hui s'étale sur 2 ans. Egis, comme tout le monde le sait, est une entreprise d'ingénierie française. C'est aujourd'hui, comme toutes les ingénieries, on est sur un secteur qui est fortement concurrentiel. On a effectivement de plus en plus d'entreprises, puisque entre aujourd'hui et 2010, on a eu pratiquement le double d'entreprises qui sont arrivées sur le marché. On est passé de 41 000 entreprises à plus de 77 000. Et on voit que le chiffre d'affaires du secteur de l'ingénierie en France, il reste le même. Je parle de l'ingénierie sur l'ensemble des secteurs. Et on est sur un CA qui environne à peu près 45 milliards d'euros. Donc, le marché est devenu plus concurrentiel puisqu'il y a 2 fois plus d'entreprises pour pratiquement à partager la même enveloppe. Et cette répartition du chiffre d'affaires, elle oblige les ingénieries à mettre des objectifs de performance et d'économiser des coûts. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, à l'inverse d'autres acteurs. Egis, ils ont beaucoup de dépenses, on va dire, dans tout ce qui est moyens humains, puisqu'il y a, pas comme les entreprises de construction, une masse salariée qui est dépensée il n'y a pas de matériaux à acheter, par exemple. L'ingénierie, c'est vraiment dans la masse humaine. Et donc, quand on parle d'économie des coûts, on est souvent penché sur l'humain. Et compte tenu du niveau élevé de qualification de la main-d'œuvre dans une ingénierie, on dit que les dépenses liées au personnel, elles sont à peu près de 88% de la valeur ajoutée de l'ingénierie. L'objectif de ce webinaire, c'est aussi de répondre à tout ça, de voir un peu comment on peut gagner du temps pour faire baisser finalement les coûts de cette masse salariale-là. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la main à Damien qui va se présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Je répète, je suis Damien Escolan, Customer Success Manager pour l'entreprise BIM & Co. BIM & Co est une entreprise d'édition de solutions web pour le BIM. J'ai la charge d'accompagner les clients dans leur démarche BIM et assurer la satisfaction par l'utilisation de nos solutions. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner Gisrail dans leur démarche BIM pour l'utilisation et le déploiement de la solution OnFly. Super, merci Damien. Je laisse la main du coup à Jérôme. Oui, merci Valentin. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jérôme Cronier. Donc, je suis coordinateur BIM au sein de la société Gisrail et je participe activement au déploiement du BIM au sein de la société. Et donc, pour la plateforme qu'on va vous présenter, je suis administrateur de la plateforme OnFly. Donc, quelques mots sur la société. Donc, Gisrail, c'est une business unit du groupe Egis, une offre d'ingénierie dédiée au transport urbain et ferroviaire. Et donc, ce qu'on peut apporter sur les projets, c'est une aide à la décision, notre polyvalence et expertise, engagement et proximité et des solutions durables. Donc, de nombreux projets donc depuis 50 ans maintenant pour notre société. Donc, les principaux
sont sur la page de présentation. Donc, maîtrise d'œuvre des lignes 2 et 3 du tramway de Nice, les maîtres d'œuvre sur les 4 lignes du métro de Porto, maître d'œuvre aussi sur les lignes de tramway 1, 2 et 3 de Lyon, le monorail de Bangkok, le management de projet du métro de Riyad sur les lignes 1, 2, 3, et donc depuis quelques années aussi maintenant, la maître d'œuvre sur toutes les lignes du Grand Paris 15, 16, 17 et 18 au niveau des systèmes. Et donc, du coup, aussi du maître assistant sur le transport par câble à Brest. Quelques chiffres, donc du coup, un chiffre d'affaires de 258 millions d'euros en 2019, pardon. 2000 collaborateurs en France et dans le monde, 73% du chiffre d'affaires représenté pour l'urbain et 27% pour nos projets ferroviaires. Une présence opérationnelle dans 75 pays. Oui, merci. Et plus de 3. Et donc, on est impliqué dans 2/3 des projets tramway dans le monde. Voilà un peu les principaux chiffres. L'objectif de la mise en place d'une bibliothèque centrale pour Régis était suite au projet du Grand Paris, donc les lignes 15, 16 et 17. Oui. Régis avait livré une bibliothèque d'environ 800 objets BIM, dont le développement avait été freiné par d'une l'accès à la maquette et aussi aux objets des différents métiers. Du coup, ouais, donc le gain de, enfin pour nous c'était surtout donc arriver à un gain de qualité donc pour la mise en place de cette bibliothèque. Donc du coup on s'est rendu compte que le problème c'est que tout le monde n'avait pas accès au projet et qu'il était difficile de retrouver les objets sur des serveurs informatiques. Et donc aussi pour les référents métiers, notamment les autres ingénieurs d'études qu'on a aussi qui participent, ils n'utilisent pas de logiciel d'architecture comme Revit ou autre. Donc il fallait qu'on trouve un moyen de pouvoir avoir accès à nos objets pour ces profils de personnes. Un processus d'enrichissement aussi continu insuffisamment ancré donc, dans notre quotidien, pour les modeleurs surtout, ou même les référents métiers pour pallier au manque d'informations dans le contenu des objets. Donc pourquoi aussi, du coup, pour les projeteurs, du coup, il fallait arriver à trouver une solution, c'est que du coup, ils ne savaient pas quelles données mettre dans les objets souvent. Il manquait une standardisation automatique pour valider nos objets. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à la mise en place d'une bibliothèque centrale. Et il faut savoir aussi que du coup, Aegis, quand on répond donc à des appels d'offres publics pour lesquels on est tenu de livrer des bibliothèques via un dossier en fait. Donc voilà pourquoi l'objectif de mettre en place une bibliothèque centrale pour nous. Merci Jérôme. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif sur le gain de qualité que vient de nous exposer Jérôme. Et puis peut-être Damien, tu peux nous exposer donc, le deuxième objectif qui est plutôt le gain de productivité. Oui, tout à fait. Quels étaient les objectifs donc, de mettre en place une bibliothèque centrale pour Régis? Tout d'abord, le gain de productivité pour les référents BIM. C'est eux qui gèrent les demandes des utilisateurs. Ils valident le contenu sur un espace unique de partage. Ensuite, les deuxièmes personnes, ça va être pour l'utilisation d'un contenu commun pour l'ensemble des métiers d'Aegis. Donc, les modeleurs assurent la publication des objets en les catégorisant par des classifications qui soient standards ou propres à l'entreprise. On intègre davantage les ingénieurs et les référents métiers qui définissent la charte métier des objets, valident et renseignent les données métiers sur un espace facilement accessible. Et enfin, c'est avoir un espace unique, simplement pour partager avec la plateforme. Pas besoin d'un serveur interne, juste une connexion Internet va suffire. Les projeteurs, pour eux, c'est un gain de temps pour la recherche des objets et le paramétrage. Ils sont sûrs d'utiliser les dernières versions des objets qui sont accessibles depuis un plugin spécifique dans leur logiciel BIM, notamment Revit. Merci Damien. Et du coup, on va regarder un peu, maintenant qu'on a vu les objectifs, avant de mettre en place cette solution, quelle a été la genèse du projet? Oui, donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à déployer OnFly avec BIM & Co. Donc du coup, on avait en 2017, on s'était posé la question de savoir comment on allait pouvoir améliorer notre processus et pour gagner en temps. Du coup, donc on a établi un cahier des charges pour solliciter quelques sociétés afin de répondre donc à nos besoins pour gagner du temps, donc comme je disais, en productivité et en qualité.
Donc fin 2017, début 2018, donc on rencontre des sociétés qui nous ont répondu. Ensuite, on fait une étude comparative des solutions proposées par celle-ci. À peu près à mi-année 2018, donc on fait le choix de BIM&Co. Donc là, on entame une étude de faisabilité sur une période de 4 mois qui vont nous servir à faire des tests sur la plateforme. Donc après, on a démarré à peu près donc, notre collaboration autour d'un POC de la solution OnFly en 2018 afin de valider son déploiement global. Donc du coup, durant cette période, on a mis des ateliers en place sur plusieurs mois pour accompagner nos équipes à l'utilisation de l'outil. Et donc en parallèle, on a mis en place un dictionnaire commun et une stratégie d'intégration de contenu durant ce POC. Et donc le POC, du coup, c'était l'occasion de nous rapprocher de méthodes de fonctionnement pour aider BIM&Co. Et du coup, après la validation de cette étape du POC, du coup, on a fait des réunions pour améliorer le produit. Et du coup, on a aussi discuté donc, des évolutions du produit pour être plus en adéquation avec nos attentes. Fin 2019, on arrive à un nouveau process un nouveau process et workflow pour créer nos objets suite à tous ces ateliers. Et donc en 2020, du coup début 2020, fin 2019, début 2020, on a déployé à peu près OnFly sur 3 projets donc, qui sont identifiés. Donc le métro du Grand Paris, le tramway de Marseille et donc un projet ferroviaire, le TER de Juan-les-Pins, Voilà un peu l'histoire pour arriver à OnFly. Ouais. Merci Jérôme. Et donc on parlait de stratégie d'intégration à peu près à la moitié de la genèse de notre projet. Damien, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes stratégies d'intégration Oui, de contenu sur un outil comme OnFly? tout à fait. Concernant l'utilisation de la plateforme, nous avons rapidement constaté que les entreprises travaillent toutes de façon différente et qu'il y a plusieurs possibilités de déploiement d'une bibliothèque centrale pour assurer la gestion du contenu BIM au sein des entreprises. Donc la version que nous, on considérait comme classique est représentée par le schéma de gauche, c'est-à-dire que l'entreprise commence par le paramétrage de la solution en créant son dictionnaire et sa classification. Elle constitue l'ensemble des informations permettant de standardiser au maximum les informations dans les objets. Puis, on intègre le contenu dans la bibliothèque centrale pour ensuite descendre certains de ces objets dans les bibliothèques projets pour donc constituer les projets. Donc, ouais, enfin, donc pour nous, c'était plutôt donc la solution de droite la présenter. Donc du coup, de notre côté, on dépose nos objets dans les bibliothèques projets pour répondre aux besoins des projets, bien sûr, sur un espace unique. Et donc, ça permettait d'augmenter la productivité par un gain de temps lors de la recherche des objets. Ensuite, donc, par rapport à ce schéma de droite, du coup, de cette façon, les objets sont dupliqués sur la bibliothèque centrale en même temps qu'ils sont déposés dans les bibliothèques projets. Et donc, l'objectif, c'est de construire notre standard EGIS projet après projet. En s'appuyant sur cette expérience projet, on s'assure de pouvoir créer nos objets standards par rapport aux besoins des métiers. Donc, Merci. comme on avait pu l'évoquer précédemment, on a accompagné GIS dans l'utilisation des différentes fonctionnalités de la solution, notamment pour paramétrer la solution OnFly. J'en profite pour vous rappeler que l'ensemble de nos webinars sur l'utilisation d'OnFly et de ses différentes fonctionnalités sont disponibles sur YouTube et sur la chaîne donc, de BIM&Co sur YouTube. La solution à l'époque, donc fin 2017, début 2018, proposait et propose d'ores et déjà un package de fonctionnalités de base comme la recherche avancée, le profilage des rôles des différents collaborateurs, l'invitation des partenaires extérieurs sur les projets notamment. Et nous avons travaillé avec Aegis sur des fonctionnalités supplémentaires que nous pourrions apporter tout simplement pour nous rapprocher davantage de leur fonctionnement interne sur des projets. Donc, nous avons collaboré pour créer un nouveau système de notification dans un premier temps, puisque l'intérêt, c'était d'avoir tout de suite l'information, certaines informations en fonction justement du profil que les différents utilisateurs avaient. L'attache des documents par variante, notamment, puisqu'ils différenciaient bien dans les objets avec différents types, les différentes variantes, et c'était important d'attacher des informations à ces différentes variantes. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est la recherche par propriété de contenu qui permet de gagner du temps donc pour les utilisateurs lors de leur recherche.
Merci Damien. Et donc parmi ces différentes améliorations qu'on a co-créées avec Aegis, on va parler un peu plus de la dernière que tu viens d'évoquer, c'est la recherche par propriété et ses bénéfices. Donc rapidement, on a proposé à un projeteur de finalement chercher un objet pour un même projet de 3 façons différentes, avec l'ensemble de ces objets basés sur un serveur, comme la plupart aujourd'hui des entreprises font, et on lui a proposé ensuite de rechercher via OnFly avant l'amélioration qu'Aegis a faite sur cet outil-là. Et enfin, la troisième à droite, on est sur une recherche d'objets dans sa bibliothèque à l'aide de la recherche par propriété. Donc, on va rechercher à l'intérieur des caractéristiques de chaque objet pour venir trouver l'objet en adéquation avec les attentes de son projet. Donc, on voit donc qu'il y a une différence forcément de temps de recherche de l'objet. Si je vais de gauche à droite, sur un serveur, on a plusieurs problématiques qui nous font perdre du temps. On va devoir déjà rechercher dans une arborescence qu'on ne maîtrise pas forcément, qui a été instaurée par son administrateur et dans laquelle on ne peut pas visualiser l'objet avant de le télécharger. Et donc, on est obligé de télécharger l'objet pour lire les propriétés. Et donc, on fait des aléas. Il y a aussi des accès qu'on n'a pas forcément. Alors que sur la solution du milieu, solution de Fly, on a l'ensemble des caractéristiques de l'objet qui sont déjà affichées en ligne. Et donc, on peut consulter à la fois avec un viewer et en même temps avec les caractéristiques en ligne, les performances de l'objet avant de le télécharger. Ça évite de faire une bascule pour rien de téléchargement. Et enfin, au-delà d'une recherche par barre de recherche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir filtrer aussi sa bibliothèque à l'aide de la recherche par propriété. Donc, je vais juste repasser la dernière, qui finalement nous permet quand même d'économiser pratiquement un peu moins de 6 minutes dans la recherche d'un objet. On va rechercher donc élément fort quand même de la recherche avancée, c'est la recherche par classification. Si je vais rechercher par exemple ici des ouvertures, je vais retrouver l'ensemble des caractéristiques qui sont disponibles dans cette classe d'objets d'ouverture. Et ça va venir me filtrer sur un objet que je vais venir télécharger qui répondra directement à mon besoin. Donc, énorme gain de temps. Par rapport à ces 3 types de recherche, du coup, on en a déduit un ROI que Damien va nous présenter. Oui, donc selon l'étude des 3 modes de recherche, la première, donc c'est écrit, recherche via un serveur sur un serveur interne. Le second schéma représente donc celui d'une recherche sur OnFly avec la barre de recherche simple. Et le troisième schéma est tout simplement celui sur la recherche d'un objet sur OnFly avec la fonctionnalité donc, de recherche par propriété. Nous avons donc relevé le temps pour chaque cas de figure et nous avons nous-mêmes fait cette expérience. En fonction du temps passé pour la recherche, on est capable donc de calculer pour des équipes de projeteurs le gain de productivité sur une masse salariale et donc l'économie qui est réalisée. Si par exemple, du schéma, par rapport au schéma 1, donc qui est la recherche sur serveur, on voit que la recherche via la barre de recherche est une économie de 73%. Et ensuite, si on prend la recherche par propriété par rapport à la première, donc qui est recherche sur serveur, on est à 84% d'économie. Donc, si vous le souhaitez, nous allons vous proposer un questionnaire pour renseigner les valeurs qui correspondent à celles de votre entreprise pour calculer rapidement un ROI pour la recherche des objets. Merci Damien. Donc, vous avez normalement un questionnaire qui vient de s'afficher à votre écran. Si vous voulez avoir effectivement l'opportunité de savoir combien cet outil peut vous faire économiser de temps, vous pouvez donc remplir les quelques questions qui s'affichent à votre écran. Pendant que vous êtes en train de remplir ces questions-là, on va effectivement, je vais compléter un peu ce que tu disais, Damien. En fait, sur les différentes équipes de projeteurs, on va avoir, au-delà du gain de temps, on va avoir une dépense de masse salariale, c'est bien ce que tu disais, Damien. Et par exemple, si j'illustre avec, moi j'ai une équipe de 50 projeteurs, sur serveur, ça peut me coûter par an pratiquement 250 000 euros. 250 000 euros, cette masse salariale peut être réinvestie dans d'autres projeteurs derrière. Et donc, on peut gérer soit plus de projets, soit avoir plus de projeteurs et accorder finalement ce temps à
sa réelle activité. Il y a une étude notamment qui a été faite par l'AI qui prouve que, pas seulement sur BIM, hein, pour l'ensemble des personnes qui travaillent régulièrement sur un ordinateur, on passe en moyenne 7h30 à chercher de l'information sur son ordinateur. Donc ça comprend bien entendu les informations dans les mails, dans ses dossiers, etc. Mais on est sur les mêmes ordres de grandeur, puisqu'on a vu que la recherche sur serveur, c'est 7 minutes 30 pour aller chercher un objet. Quand vous avez un objet tertiaire où on doit aller chercher 200 objets, à moins qu'on ait tout déjà dans son gabarit, eh bien, le temps de constituer ce gabarit-là, on a une perte sèche. La recherche d'objets constitue le principal travail d'un projeteur, BIM, pour réaliser son projet. Et du coup, je vais bien à reprendre ce qu'on dit. Les valeurs qui sont ici sont dues à une expérience qu'on a menée nous-mêmes, hein, bien entendu. Valentin a nommé une expérience qui a été relevée donc, de 7 minutes 30 pour la recherche d'un objet. Donc, quand on sait qu'une maquette a entre 1000 et 10 000 objets dedans, on peut vite se rendre compte du temps que l'on passe à rechercher des objets pour des projeteurs. Et ici, les valeurs que l'on voit, c'est vraiment le temps, une masse salariale, pas en fonction du temps passé uniquement à rechercher. Ce n'est pas la masse salariale complète du nombre de modeleurs. Merci Damien. Donc là, merci pour toutes les personnes aussi qui ont répondu. On a à peu près 50% des participants qui ont voté. Les réponses et les retours, du coup le calcul du ROI par rapport à vos réponses vous sera envoyé par mail derrière ce webinaire-là. Voilà, je laisse encore 10 secondes. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire. Il y a du monde qui est en train de voter encore. Ouais. Même sur une petite équipe de 10 projeteurs, on peut vite s'y retrouver. Je pense que même en étant tout seul à travailler sur cet outil-là, sans que ce soit collaboratif, c'est intéressant. Si je peux juste me permettre, effectivement, pour nous, ce qui nous a fait gagner du temps aussi, c'est surtout d'avoir un espace unique. En fait, juste une connexion Internet suffit. C'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé beaucoup de serveurs. Avant, on travaillait soit avec des serveurs projet ou avec des serveurs pour la société en général. Et du coup, c'est vrai que d'avoir un espace unique maintenant pour chercher tous nos objets, c'est quand même un gain de temps plutôt que de demander des droits d'accès pour certaines personnes. Et comme on le disait aussi dans la présentation, c'est vrai que tout ce qui est ingénieur ou référent métier, ils n'ont pas forcément les outils de conception sur leur poste. Et donc là, du coup, avec cette plateforme via Internet, ils peuvent aller regarder les objets qui sont déjà créés sur les différents projets. Oui, tout à fait. Effectivement, et du coup, après, effectivement, pendant le POC, nous, on a su aussi avec vous améliorer notre moteur de recherche, donc aussi bien pour les propriétés que pour la classification, que pour des mots-clés, effectivement, la classification, on a pu l'intégrer. Notre classification, on a pu l'intégrer sur votre plateforme, et du coup, ça permet aussi de mieux structurer nos objets. Ouais. Ok. Il y a Yassir qui n'arrive pas à joindre le questionnaire. On pourra toujours vous renvoyer les questions derrière. Si c'est pas bon pour vous, normalement je vois que les autres personnes ont réussi à y accéder. Donc si c'est pas le cas, on vous le renverra derrière. On va avancer. Je mets fin du coup au vote. Et je laisse la main à Jérôme. Oui, excusez-moi, pardon. Donc, écoute, pour conclure, du coup, au niveau de cette présentation, donc, et la mise en place de la bibliothèque OnFly, donc, du coup, donc en un peu plus d'un an et demi, on a créé donc 12 projets urbains et ferroviaires sur la plateforme OnFly. Du coup, avec le petit graphique, on peut voir que depuis un an et demi, du coup, il y a de plus en plus d'utilisateurs, donc surtout des créateurs d'objets, donc qui sont des BIM modelers ou des validateurs qui peuvent être donc des référents métiers ou des BIM coordinateurs, hein, ceux qui vont contrôler et publier les objets qui sont mis en place par les créateurs. Donc là, on voit bien que depuis à peu près un an, du coup, la courbe elle a bien augmenté. Bon, les administrateurs, on est 2 actuellement au sein des GISRAI. Et après, donc le petit plus aussi, c'est comme vous pouvez le voir, la petite pastille bleu clair, là, c'est les partenaires. Donc il faut savoir que du coup sur OnFly, quand on travaille en groupement, du coup on peut mettre à disposition des espaces projets pour nos partenaires, donc aussi bien des architectes ou autres,
toutes les personnes qui interviennent sur un projet, on peut leur donner accès et leur ouvrir le droit que sur un seul espace. Donc ça permet aussi donc d'avoir un espace commun de partage d'objets. Donc c'est quand même pas mal aussi pour les projets. J'en profite pour faire une parenthèse par rapport à Bimenco et la solution OnFly. Le rôle du partenaire, c'est une chose qui avait été demandée par Aegis et qu'on a co-développé avec eux également. Ok, après, sur la slide d'après, du coup, le graphique, on peut le voir sous forme de camembert, hein. Donc là, on voit un peu la répartition des objets et des utilisateurs. Donc sur celui de gauche, du coup, on voit qu'effectivement, on a beaucoup d'objets génériques, hein, qui sont issus des projets, et donc un faible pourcentage d'objets fabricants. C'est aussi au fait que du coup, nous, on est plus sur des projets en conception. Donc à l'heure actuelle, avec OnFly, on a très peu de projets en phase exé. Et donc on utilise beaucoup plus nos objets génériques aussi. Et donc sur le camembert de droite, ça reprend un peu surtout le graphique d'avant. On voit qu'effectivement on a donc actuellement 73 utilisateurs d'OnFly donc depuis 1 an et demi, où on a créé des profils et donc du coup principalement donc des créateurs d'objets et des validateurs. Et donc du coup donc ça c'était surtout bon, pour conclure sur notre répartition sur OnFly. Et donc pour finir, on va vous proposer donc avec Bimenco un petit questionnaire. Un petit questionnaire effectivement de satisfaction, savoir si le webinar a répondu à ce que vous étiez venu chercher en vous inscrivant au webinar. Et en parallèle, on va reprendre les questions qui ont été posées. Si vous avez des questions à poser par rapport à cette présentation, c'est le moment. On va prendre, donc là ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. On va prendre une dizaine de minutes encore pour répondre. Pardon Valentin, parce que je crois qu'il y avait des questions effectivement sur la présentation. J'ai vu qu'il y en a qui étaient arrivées des questions. Ouais. Il y a une personne, Esther, qui posait le coût du service ou plugin OnFly pour une entreprise ou un indépendant. Le plugin, il est téléchargeable directement depuis la plateforme bimenco.com et c'est complètement gratuit son utilisation et c'est une fonctionnalité qui est directement sur le coût, sur le business model qui est celui au nombre de connexions pour OnFly. Donc vraiment le plugin de nos solutions vers Revit, c'est complètement intégré aux différentes solutions que nous proposons aujourd'hui à nos clients. Comment ne pas répondre? Okay. Il y a d'autres questions en privé. Il y a une question sur, a priori, oui, effectivement, on parlait des référents métiers. Quel est le rôle exact du référent métier sur OnFly? Alors peut-être Jérôme. Oui, du coup, sur OnFly, le rôle du référent métier, c'est surtout d'amener la partie technique, en fait, pas vraiment liée au BIM, mais surtout ce qu'il va amener pour la personne, donc le créateur d'objet, donc le BIM modeler, surtout ce qu'il va amener, c'est surtout ce qu'il va vouloir voir comme propriété au sein de sa fiche objet, donc dans le contenu. Et donc, c'est lui qui va valider aussi la partie un peu géométrique de l'objet ou le niveau de détail aussi. Et donc, voilà, c'est surtout ça que la plus-value du référent métier sur l'objet. Après, effectivement, il y a aussi le BIM coordinateur qui a un peu son œil par rapport au logiciel, voir si tout est bien modélisé au niveau peut-être du point de référence, enfin toutes ces petites choses liées à l'outil. Mais le référent métier, lui, c'est le plus sur la partie technique, on va dire, de l'objet en lui-même, quoi. Ouais, exactement. Et le bénéfice du coup de l'outil, c'est vraiment qu'il peut accéder à distance. Avant, il y avait une frustration parce qu'il ne pouvait pas venir apposer ses responsabilités dans une maquette parce qu'il n'avait pas forcément accès, par exemple, à Revit. Là, il a accès en SaaS sur votre plateforme. C'est bien ça, hein. Tout à fait, oui, tout à fait. Il peut visualiser l'objet en 3D via la fiche objet sur la plateforme OnFly. Oui. Okay. Il y a une autre question sur la partie dictionnaire. Bon, je ne me souviens pas qu'on ait parlé de ça. Peut-être Jérôme aussi, tu as parlé de dictionnaire. Vous avez donc créé un dictionnaire et Oui, on a créé un dictionnaire, notamment sur le Grand Paris. On avait créé un dictionnaire de paramètres partagés pour pouvoir les intégrer facilement à nos objets. Après, on a aussi surtout mis en place notre classification interne pour mieux structurer nos objets. Donc ça, c'est un travail qui avait été fait donc, chez nous. Et du coup, grâce à l'outil, on a pu l'intégrer sur la plateforme.
Donc, du coup, derrière, une fois qu'on dépose nos objets, on peut mettre en place notre classification et on peut aussi mettre aussi des classifications projets sur les espaces projets pour les bibliothèques. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, du coup, pour aller dans le sens de la question, est-ce que l'ensemble des objets qui sont publiés sur votre espace sont euh, standardisés par rapport à ce fichier de paramètres partagé là ou à cette classification que tu viens d'évoquer? Alors, du coup, nous, enfin, si je reviens sur les espaces projets, en fait, effectivement, donc souvent ils ont leur classification. Donc là, on intègre la classification du projet et il y a le nommage de l'objet, il est lié à la convention. Donc du coup, c'est les objets sont nommés avec suivant la convention et donc suivant la classification, s'il y en a une sur le projet. Après, pour nos objets à nous, donc nous, on intègre notre classification et nos règles de nommage en fait. Ok, merci. Et- Il y a pas mal de questions. Je vais prendre les plus likées. Peut-être pour Damien, cette fois-ci. Comment sont gérées les différentes versions de Revit? Tu y as plus ou moins répondu. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus, Damien? Comment sont gérées les différentes versions de Revit par rapport aux objets dans... Les modèles 3D, un objet de Revit 2017, comment est-ce qu'il est D'accord. géré par rapport à un modèle de 2018? Si vous avez différents modelers, que vous avez la même typologie d'objet sur OnFly, ça va être un objet qui aura le nom objet 1, par exemple, et vous pouvez l'avoir en différentes versions. C'est-à-dire que ce même objet, vous pouvez l'avoir en Revit 2017, 2018, 2019 et 2020, par exemple. Et chaque objet donc, sera un objet propre à lui-même, donc il n'y aura pas forcément les mêmes caractéristiques. Et bien sûr, après, nous sommes des solutions web pour faciliter le BIM, mais nous ne facilitons pas non plus la mise à niveau des objets de Revit, par exemple. C'est-à-dire que si vous ouvrez un objet Revit 2017 avec un Revit 2019, forcément celui-ci va se mettre à niveau. Si vous l'enregistrez, il s'enregistrera en Revit 2019. Tout à fait. Donc ça, c'est une contrainte d'Autodesk. Autre question, désolé, je vais un petit peu vite. Problème. Quel est le profil du validateur? Est-ce un créateur d'objets ou pas forcément? Question type. Du coup, dans le profil de validateur, c'est souvent un référent métier ou un BIM coordinateur. Le créateur d'objet, c'est souvent le BIM modeler, c'est celui qui va créer l'objet. Mais du coup, et donc le validateur, c'est plutôt donc le référent métier ou le BIM coordinateur, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont valider l'objet fait par le créateur, et du coup, ou même le publier sur l'espace projet. Ouais, merci Jérôme. Euh, Quel type d'objets pouvons-nous déposer sur la plateforme? Qu'en est-il des autres typologies d'objets, par exemple des tuyaux ou encore des surfaces, des routes, bon, est-ce qu'on est capable de gérer différentes typologies d'objets, des familles systèmes, etc. Et aussi une autre question qui est en lien avec celle-ci, est-ce qu'on peut gérer autre chose que du Revit? On cite là dans les questions Tekla, SolidWorks, Alors etc. aujourd'hui sur Archicad. OnFly, on gère tout type d'objets, des RFA et des RVT, donc des familles d'objets ou des familles systèmes. Euh, on accepte aussi au niveau de la centralisation après, puisqu'on a moins de possibilités d'agir sur les propriétés sur différents formats. Mais effectivement, on peut accepter de déposer du SolidWorks, du DWG. L'idée de base de OnFly, c'est un outil pour centraliser le contenu, standardiser et harmoniser les paramètres. Donc là, par exemple, c'est vrai que avec Aegis, on a en perspective d'autres logiciels qui pourront être aussi accompagnés d'un plugin. Ces plugins-là, ils peuvent aussi être construits. Par exemple, on a des clients qui construisent leur propre plugin sur la base de notre plateforme, puisqu'on met accès à l'ensemble de nos API et vous pouvez venir appeler le contenu avec vos propres outils. Voilà. Il y a quelques questions par rapport au coût de la solution, ça on reviendra vers vous de façon directe. Par exemple, le coût de la collaboration entre Aegis et Bimenco, ça je vais prendre la réponse. Du coup, c'est un partenariat qui a duré 3 ans et qui va continuer à durer, sur lequel, vous l'avez vu, on a même fait des développements un peu spécifiques par rapport aux besoins d'Aegis. Donc les coûts ne sont pas du tout les mêmes dans cette configuration que sur les autres.
Mais effectivement, Damien pourra revenir vers vous par rapport au coût basique, on va dire, de la solution. Il y a 3 offres. Il y a une offre basique qui est un peu, on va dire, le on-fly qui permet de gérer votre contenu pour centraliser l'ensemble des objets dessus. Ça, c'est la base. Ensuite, vous pouvez avoir une offre qui comprend la gestion de vos paramètres en ligne. Et donc, vous pouvez drag and drop un fichier de paramètres partagés, l'harmoniser avec d'autres fichiers de paramètres partagés, par exemple celui d'un projet, et venir les rendre harmonisés dans vos objets sur votre plateforme de façon automatique. Et la troisième offre, c'est celle dont parlait Jérôme, c'est l'offre projet, où on va avoir du coup la possibilité d'inviter des partenaires extérieurs qui auront une vue sur juste une partie de la bibliothèque de l'entreprise qui est dédiée à l'utilisation de ce projet-là, et donc qui ont un rôle juste d'utilisateur sur cet espace projet en quelque sorte. Tout à fait. Voilà, on a écoulé le temps. Parle au nom des 3 présentateurs. On vous remercie pour votre temps et pour les 40 minutes qu'on a passées ensemble. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. On tâchera d'y répondre. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.